En tant que président du Conseil régional d'Aquitaine, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Rousset, et en même temps on s'occupe un peu des lycées, vous le savez, j'espère plutôt pour le bien. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour ces tribunes de la presse. Un mot sur ce qu'est cette manifestation et pourquoi j'ai souhaité qu'elle ait lieu. Il y avait, dans une vie antérieure, une manifestation qui était organisée par la Ligue de l'enseignement, qui se tenait dans ces lieux magiques que sont Ourtin, Carcan et Lacanau, et qui réfléchissait d'abord avec le monde de l'enseignement, mais aussi avec le monde de l'entreprise, sur les nouvelles technologies de communication et l'enseignement. J'avais une grande nostalgie pour ma part de cette manifestation et j'ai essayé de la remonter. J'ai confié l'étude de ça à un de mes collaborateurs qui était journaliste au Monde, qui s'appelle Jean-Pierre Tucois. Et que voulez-vous qu'un journaliste fasse ou fît? Eh bien, il m'a monté une manifestation autour des journalistes. Alors, comme je suis attaché à la presse, attaché à sa liberté, attaché à sa lecture, j'ai cédé. Donc on a commencé ça pendant 2 ans, vous y êtes peut-être venu à Arcachon, toujours la proximité de l'eau. Et puis comme Arcachon était loin, un peu cher, on a décidé de se rapatrier sur Bordeaux. Alors bien entendu, il n'y a pas l'environnement ludique des plages de l'Atlantique ou du bassin, mais en même temps il y a un moment extrêmement précieux de rencontres et de discussions qui nous permettent en l'espace de 2 ou 3 jours de parcourir le monde à travers le regard, l'œil et le courage des journalistes. Cette manifestation a trouvé son public, c'est vous. Parce que pourquoi une région ferait-elle une manifestation de cet ordre? Un conseil régional, on type les lycées, on regarde où vont les jeunes, on essaye de construire un service public de l'orientation, on s'occupe de la recherche, de l'entreprise, de faire rouler des trains. Pourquoi ferait-on une manifestation autour du journalisme? C'est surtout une manifestation autour des jeunes lycéens ou des jeunes lycéennes que l'on fait et à qui on apporte un regard citoyen d'une part, je pense, et en même temps un regard cultivé d'autre part. Je suis de ceux qui considèrent, après Montaigne, qu'il faut avoir la tête bien faite et bien pleine. Et que quand on veut comprendre le monde, pas simplement réussir ses études, mais aussi réussir sa vie, il faut apprendre. Apprendre de l'expérience, apprendre par les enseignants, mais apprendre aussi par des témoignages. Et apprendre, c'est aussi essayer de se confronter aux valeurs que notre monde démocratique essaye, avec parfois bien de difficultés, de défendre. Pour cela, on n'est pas tout seul, parce que seul on n'aurait pas pu faire la manifestation. Il faut d'abord un pilote dans cette manifestation. Alors bien sûr, il y a Jean-Pierre Tucois qui suit cela, mais il faut aussi un homme dont l'image, les valeurs et la compétence puissent nous accompagner. Il s'agit de Bernard Guetta, que vous lisez dans l'IB souvent, je suppose, parce que tout le monde lit régulièrement 3 journaux tous les jours, Sud-Ouest, l'IB, Le Monde. Je n'ai pas de parti pris, rassurez-vous. Et puis vous écoutez Bernard Guetta le matin sur France Inter parce que vous écoutez les radios de service public aussi. Ou alors si vous ne le faites pas, vous allez le faire. Et Bernard nous parle bien sûr du monde. Et c'est pour ça qu'il était tout désigné pour participer à animer ces rencontres. Et puis Courrier International, alors je pense que vous avez dû vous intéresser à Courrier International, sauf aujourd'hui, mais on nous le dira peut-être, parce que c'est un journal qui ne rencontre pas dans sa vie une fois la grève, c'est pas vraiment un journal. Et je pense que c'est la première fois que, bon, bien fait. Nous avons Sud-Ouest, bien entendu, qui nous
non seulement nous accompagne, mais aussi promeut cette manifestation et participe à l'animation de cette manifestation. Le thème de cette année, mais Bernard Guetta en parlera mieux que moi, Eric Scholl aussi, qui est directeur de Courrier International, c'est un thème important autour de la censure, autour de ce qui fait qu'on se censure ou s'auto-censure. Et je pense que c'est un élément extrêmement important au niveau de la démocratie aujourd'hui. Voilà, je suis très heureux d'ouvrir ces rencontres. Vous savez qu'à un moment donné, je pense que ça continue dans le cadre des CDI des lycées. La région avait lancé l'idée sur une initiative d'ailleurs d'un journaliste qui a dirigé France 3 et qui est Jean-Marie Dupont, qui est ici d'ailleurs, comme on a vu tout à l'heure, une opération dite kiosque, c'est-à-dire la possibilité pour les lycéens et les enseignants d'avoir l'ensemble de la presse, enfin au moins 10-15 titres, et que cette presse serve aussi à apprendre, à s'éduquer, à se cultiver. Je crois que cela continue et j'en suis heureux. Voilà, je vous souhaite de très bonnes rencontres, je vous souhaite de très bons débats et j'espère que vous serez tous très actifs tout à l'heure, une fois les conférences commencées. Je passe maintenant la parole à Bernard Guetta. Bonjour à toutes et à tous. Depuis que la presse existe, c'est-à-dire dans l'histoire de l'humanité, pas depuis tellement longtemps, c'est une invention relativement récente, elle n'a fait que rencontrer des problèmes. Des problèmes financiers, naturellement. Des problèmes de censure. Censure exercée par l'État, censure exercée directement ou indirectement par des églises, censure exercée très directement par le pouvoir de l'argent, par le biais des chantages au budget publicitaire, ou bien très directement par les propriétaires des journaux. Depuis que la presse existe, on a emprisonné et tué des journalistes. Cela se passe toujours dans beaucoup de pays où le métier de journaliste est probablement le plus dangereux, physiquement parlant, des métiers. Depuis que la presse existe, elle se pose, et c'est bien qu'elle le fasse, des tas de questions très complexes auxquelles nous, journalistes, n'avons jamais trouvé des réponses définitives sur la manière d'exercer notre métier, les rapports que nous devons avoir avec les dirigeants politiques et les puissances d'argent, ainsi qu'avec les églises d'ailleurs dans certains pays, sur ce qu'est ou n'est pas l'objectivité, sur l'existence ou la non-existence de l'objectivité. J'appartiens à l'école minoritaire dans le métier qui considère qu'il n'y a pas d'objectivité, qu'il y a une honnêteté intellectuelle, mais que toute personne, tout journaliste, homme ou femme, et quelle que soit sa génération, voit inévitablement les événements avec une subjectivité qui lui a été donnée par sa culture, sa vie, ses expériences, son milieu social ou familial, et que se revendiquer de l'objectivité, mais encore une fois, c'est un point de vue très minoritaire. Mais enfin, voilà, il existe, Jean Lacouture, un grand Bordelais, le défend lui aussi. Ce point de vue, se revendiquer de l'objectivité, enfin, il dit Lacouture, l'objectivité est une balançoire. Je trouve l'expression assez désuète et charmante, mais on comprend bien cela. Donc, depuis que la presse est presse, les problèmes dont nous allons débattre pendant ces 3 journées ont existé. Ce sont les mêmes
depuis le début. Sauf qu'il y en a un nouveau, spectaculaire, extraordinairement profond. Jamais on ne s'était posé la question de savoir si la presse pourrait survivre. Survivre à un régime répressif à un moment donné, dans un pays donné, oui bien sûr, mais survivre dans l'absolu. Cette question est aujourd'hui posée. Cette question est aujourd'hui posée pour plusieurs raisons. On dit généralement, et évidemment que cela pèse énormément, à cause du développement d'Internet, des accès gratuits et instantanés à l'information, à cause du développement parallèle des chaînes dites all news, toute info, genre LCI, BFM et tant d'autres dans pratiquement tous les pays du monde, en tout cas dans tous les pays libres. Peut-être qu'il y a aussi d'autres raisons à cette crise, on en débattra beaucoup. Je pense que le sujet va revenir dans à peu près tous les ateliers immanquablement, car c'est le problème de l'heure. La survie de la presse est menacée financièrement, technologiquement, à mes yeux aussi, pour des raisons beaucoup plus profondes sur lesquelles je ne peux pas m'étendre ici, mais dont, encore une fois, on débattra dans les ateliers. Donc, je crois qu'un des derniers ateliers, d'ailleurs, s'appelle « Les malheurs de la presse » ou quelque chose comme ça. Ils sont véritablement innombrables, très sérieux, et nous n'aurons pas trop de 3 jours pour en débattre et tenter de les effleurer. Je vous remercie. Je donne la parole à Éric Scholl, qui est le directeur de Courrier International. Merci, Monsieur le Président. Merci, Bernard. Je me reconnais tout à fait dans cette définition. Très souvent, on nous pose la question, est-ce que vous êtes objectif? Je pense effectivement, moi je fais partie de ce camp des minoritaires, je ne peux pas répondre oui. C'est pas comme ça qu'on traite le sujet. On le traite effectivement avec cette idée d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté journalistique en permanence. Alors, je sais pas l'aisance de Bernard comme exprimé, donc j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire et je vais vous dire après de quoi il s'agit. Je vais commencer par une citation. Une parole de vérité pèse plus que le monde entier, disait l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn. Cette parole de vérité, elle est sortie au début de l'année de la plume d'un journaliste chinois dans un hebdomadaire du sud de la Chine, le canton, le Nanfang Jumo. En guise de vœu pour 2013, ce journaliste a rédigé un éditorial dans lequel il a appelé son pays à faire des réformes constitutionnelles. Cet éditorial a été censuré parce que la propagande chinoise veille toujours au grain. Alors, les paroles de vérité restent pourtant difficiles à museler, et même dans les régimes les plus autoritaires. C'est de cela dont on va parler ici pendant ces 3 jours. En Syrie, en Azerbaïdjan, où il y a eu des élections tout récemment, élections totalement contrôlées, au Vietnam, en Russie, et partout dans le monde, ces paroles de vérité tentent de s'exprimer à travers des articles, des dessins, des blogs, et essayent de déjouer, quand c'est possible, une censure qui est toujours plus inventive de la part des États. Alors, nous avons choisi de rendre hommage à ces combattants de la liberté de l'information en organisant, avec le Conseil régional d'Aquitaine, cette 3e édition des Tribunes de la presse, ici, pour la première fois à Bordeaux, et à travers ce thème de la censure et ce thème de la manipulation de la presse. En 2013, la liberté de la presse a été une fois de plus écordée, piétinée, abîmée, et le tout récent rapport qui vient de sortir fin septembre, qui s'appelle Freedom on the Net 2013, c'est un rapport sur la liberté d'Internet dans le monde, ne dit pas autre chose puisqu'il constate le recul de la liberté sur Internet dans le monde. Il est donc temps de jeter une pierre sur les nouveaux ciseaux de la censure. Et ces quelques lignes que je viens de vous lire, en fait, je les ai écrites en début de semaine, et c'était l'édito qui était destiné à paraître dans Courrier International, qui devait sortir aujourd'hui.
comme on vous l'a expliqué, il y a parfois des malheurs dans le journalisme, parfois des malheurs économiques. Et nous, actuellement, nous connaissons cette crise qui nous touche aussi à Courrier International. C'est pourquoi il y a un mouvement social depuis 2 jours. Et malheureusement, le journal ne peut pas paraître aujourd'hui. Ce qui ne nous empêchera pas aujourd'hui de tenir ces débats autour de la censure, autour de la manipulation de la presse. J'espère qu'ils vont être le plus animés possible, qu'il y aura même des points de vue contradictoires, qu'il y aura différentes opinions qui vont s'exprimer. On est là pour ça, comme on l'a fait au cours des 2 années précédentes.